La nature a des règles, il y a des principes à respecter dans ce monde. Comme je le dis toujours, le monde spirituel est plus grand que le monde dans lequel nous vivons. Tous les actes posés ont des conséquences. Ne croyez pas que lorsque vous faites quelque chose, vous pouvez tourner la page et ça reste impuni. Non, vous serez puni d'une manière ou d'une autre. Parfois, on est même puni sans savoir que c'est parce qu'on avait commis quelque chose de pas bien il y a quelque temps ou il y a longtemps. Donc, faisons très attention. Lorsque vous êtes dans le besoin, vous êtes content qu'on vous tende la main. Sachez que lorsqu'on vous aide, aussi minime que cette aide soit, vous devez rester reconnaissant. Oui, vous devez rester reconnaissant. Mais nombreux sont des personnes qui ne savent pas que il est important de reconnaître lorsque quelqu'un vous a aidé. Cette personne qui vous aide n'est pas forcément quelqu'un qui en a tellement. Cette personne vous aide, peut-être qu'elle-même est dans la précarité, peut-être qu'elle-même ne s'en sort pas, mais elle vous aide parce qu'elle estime que votre besoin est urgent, votre besoin est vital. Et elle, parfois, pense même que demain, vous pourriez lui venir également en aide. Malheureusement, dans ce monde de faux cul, plusieurs oublient très vite. Une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, c'est basta, c'est au revoir. Nombreux sont ceux-là qui ont voyagé, qui ont réussi grâce à la main tendue des proches, des amis, de certaines personnes même qu'on ne connaît pas et qui malheureusement, une fois ont obtenu ce qu'ils voulaient, oublient très très vite. L'histoire que je vais vous raconter, ou alors l'histoire que nous allons écouter, est l'histoire d'un monsieur qui a voyagé. Plus tard, il a quitté sa femme pour faire voyager une autre dame. Et les conséquences sont désastreuses. Écoutons ensemble. N'oublions surtout pas de nous donner notre avis en commentaire et de partager au maximum parce que il est important d'alerter ceux-là qui seront susceptibles de tomber dans les mêmes pièges. Faisons très attention parce qu'une vie ne se vit qu'une seule fois et une fois qu'on a posé certains actes, les conséquences sont irréparables. Écoutons ensemble. Ouais, bonjour chère madame. Merci aussi de m'avoir retrouvé. Bon, comme je vous ai dit, moi je m'appelle Max Omba et je vous parle depuis la Norvège, depuis le sud de la Norvège. Je suis en Norvège depuis très longtemps. Je suis un monsieur, j'ai 65 ans. Je suis venu en Norvège en 1985 et comme tout le monde à l'époque, je m'étais marié à une Norvégienne. J'ai des enfants qui sont déjà grands. Et mon premier fils a 37 ans, le deuxième a 33 ans. Et puis j'ai aussi une fille. Mais ma fille vit aux États-Unis, elle a 6 enfants. Alors, après beaucoup d'années de mariage, parce que je ne vais pas entrer dans tous les détails avec de mon mariage avec la Norvégienne, après beaucoup d'années de mariage, presque de 1985 à 2000, en 1998, nous avions été mariés. Après, bon, le mariage, ça ne donnait plus. Donc, à l'époque, Internet naissait à peine. Et comme ma femme et moi, on avait commencé à faire chambre à part, mais on était dans le même appartement, ma femme norvégienne de l'époque. Et puis, Internet commençant à l'époque, c'était même des téléphones portables, je peux bien dire, ce n'était même pas tellement Internet. Alors, moi, comme on faisait chambre à part, moi, j'ai commencé maintenant à avoir des contacts, puisqu'elle dormait dans sa chambre et moi dans ma chambre. Donc, je suis donc tombé sur une Camerounaise qui vivait à l'époque au Bénin, à Cotonou. Je vais un peu taire son nom là, parce que même si ce serait intéressant plus tard, je vous donnerai son nom, avec toutes les preuves, les photos et tout et tout. Alors, avec cette Camerounaise, on a commencé à échanger. Et avant d'échanger avec cette Camerounaise, j'avais déjà contacté ma famille au pays en leur disant que mon mariage avec la femme norvégienne n'était plus au beau fixe et que bon, il fallait que je me cherche. La famille a donc trouvé une fille pour moi au Cameroun, à Yaoundé. Et comme ça, à Yaoundé là-bas, j'étais en contact avec cette fille. Mais en tout temps, sur le net là, j'ai donc connu cette fille, cette autre Camerounaise qui était à Cotonou, sur un site qu'on appelait à l'époque amoureuse.com. Et c'est ce site, je l'ai connu. Mais quand je l'ai connue, elle ne m'avait pas dit qu'elle était camerounaise. Alors, en causant avec elle, je lui ai dit que, bon, vraiment, comme vous êtes au Bénin, moi, je ne cherche pas des Béninoises. Moi, je vais chercher les Camerounaises. Moi, je suis Camerounais, donc je ne veux pas vraiment payer un contact avec une Béninoise parce que ça va me déranger beaucoup sur beaucoup de points. Donc, je préfère une Camerounaise. Elle me dit que, mais non, moi, je suis Camerounais, je suis venu au Bénin parce que le Cameroun, je n'arrivais pas à passer mon probatoire. Et donc, je suis venu au Bénin, donc je suis Camerounais, donc il ne faut pas me discriminer. J'ai dit, ok, d'accord, si vous êtes Camerounais, il n'y a pas de souci. On a donc continué à se parler. Et le moment est arrivé que je parte au Cameroun, donc je lui ai donné les dates auxquelles je partais au Cameroun en 2003. C'était en 2003 que je partais au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun en 2003.
Et avec mon fils, mon deuxième fils à l'époque, il avait 12 ans. Et quand nous sommes arrivés au Cameroun, et cette dame aussi, elle a quitté le Bénin. C'est d'ailleurs moi qui lui avais financé le billet d'avion pour arriver à Yaoundé. Je suis allé l'accueillir, j'étais parti avec mon fils. On est parti l'accueillir à Yaoundé là-bas. Et je l'ai tout de suite pris un hôtel. Je l'ai logé à l'hôtel et j'ai tout réglé. Le temps qu'il voulait rester, mais elle avait sa famille à Douala, au PK10. Mais comme ça, nous sommes restés. Mais ma famille me disait que mais non, on t'a donné une fille ici. C'est elle que tu dois prendre. J'ai dit à ma famille que non, moi j'aime cette fille-là. Mais entre-temps, l'autre fille avait déjà déposé ses papiers au niveau de l'ambassade de Norvège à Yaoundé. Mais quand je suis arrivé, comme j'ai rencontré cette autre fille qui est venue du Bénin, j'ai dit à ma famille que non, moi je ne voudrais pas l'autre fille qui m'ont donné là, que je préfère celle qui est venue du Bénin. Alors nous sommes partis ensemble à l'ambassade de Norvège, au consulat de Norvège, enlever les papiers de l'autre fille et j'ai préféré mettre les papiers de celle qui est venue du Bénin. Ça n'a pas tardé. Les papiers sont partis et puis j'ai eu le message qu'elle devait avoir le visa parce que ma femme norvégienne très rapidement m'a donné le divorce quand elle a su que je voulais divorcer. Et elle a rapidement fait parce qu'elle voulait que je sois stable étant donné qu'on avait des enfants. Donc si je voulais divorcer et que j'ai souhaité le divorcer parce qu'après elle ne voulait plus divorcer quand elle a vu que j'étais sérieux, que notre si belle histoire finissait. Moi j'ai dit que non, c'est terminé, maintenant je vais épouser la femme de mon pays. J'ai donc tout fait et j'ai donc fait venir Valérie, enfin, je dis son nom. Elle l'a fait venir à Norvège. En 2004. Elle est arrivée en 2004 au mois d'avril. Et elle avait reçu un visa de 6 mois. Et ce visa, les Norvégiens l'appellent le visa de fiançailles. À l'époque, du moins, on l'appelait le visa de fiançailles. Ça permettait à la personne de rester un tout petit peu avec la femme, ou bien même l'homme, ça dépend. Essayer de voir comment les choses se passent. Donc, moi, j'ai donc décidé d'attendre avec Valérie, là, les 6 mois. Mais c'était impossible parce qu'elle me harcelait tous les jours. Il faut qu'on se marie et tout ça, à peine qu'elle venait d'arriver. Et elle a commencé à me priver aussi du sexe. Et alors que vraiment, je l'aimais beaucoup. Je ne pouvais pas supporter la privation de sexe. J'ai été obligé d'aller déposer les papiers de mariage 2 semaines après son arrivée. Et puis on s'est mariés. Je me souviens même, la dame de la mairie, de la préfecture ici à Norvège, m'a demandé, mais vous n'attendez pas le temps qu'il faut pour apprendre à la connaître? J'ai dit non, je vais tout de suite l'épouser. Alors on s'est mariés. Et quand on s'est mariés aussi, après je suis parti au Cameroun prendre son fils. À l'époque, il avait 8 ans et demi. J'ai fait venir son fils, son unique fils qu'elle a eu là-bas et que sa famille a prétendu me donner, que c'est mon enfant. Donc j'ai fait venir aussi son fils. Bref, parce que c'est une longue histoire. Je ne peux pas entrer dans toute notre vie, c'est très long. À moins que vous acceptez, vous me direz plus tard si je pourrais vous préciser les choses. Donc, le mariage a duré que, je crois, 3 ans et demi. Parce que ma femme, cette femme, elle avait un homme au Cameroun, un homme de sa tribu, parce qu'elle est de la tribu Yambassa. Elle est née Yambassa, moi je suis au Wondo. Donc, je ne savais pas qu'elle avait un homme qu'elle avait laissé là-bas. Et en étant avec moi, elle avait déjà réussi à faire venir le monsieur dans un pays voisin ici en Finlande, à Helsinki. Alors qu'elle vivait avec moi, le monsieur était déjà là au pays voisin, c'est que moi je ne savais pas. Donc, ça s'est donc passé comme ça. Après, elle m'a divorcé en 2009. Donc, notre mariage a duré de 2004 jusqu'en 2009 ou alors 2008. Elle a eu la nationalité norvégienne et elle m'a divorcé. Elle s'est libérée de moi, même avec son fils. À ce moment-là, elle me rencontre même en route, elle ne me disait rien. Et puis, c'était très, très douloureux. Et donc, parmi toutes ces années-là, je suis resté vraiment dans le choc, quoi. De 2009, 2010 jusqu'en 2017. Mais entre-temps, j'allais faire des tours au Cameroun. Et au Cameroun, là-bas, j'ai donc fait connaissance d'une autre fille, là-bas au Cameroun. Et c'est à cause de cette fille que j'allais aussi au Cameroun régulièrement. Parce que, bon, mais j'essayais de voir. Je n'étais pas prêt à la faire monter directement en Norvège. Étant donné ce que j'ai vécu avec la toute première, bon, je me disais que, bon, elle restera au Cameroun aussi longtemps que je vais l'étudier, je vais la connaître. Donc, je la laisse un peu là-bas. Je lui ai loué la maison, je lui ai donné tout ce que je ne peux pas compter, tout ce que je lui ai donné parce que c'est pas là le sujet. Mais je m'occupais d'elle. Oui, oui. Je prenais soin d'elle étant là-bas au pays. Mais ce qui se passe plus tard, je me rends compte que au moment que je m'occupe d'elle, elle avait un autre monsieur là-bas. Parce que c'est une fille aussi qui avait déjà 2 enfants. Et alors qu'elle m'avait dit que c'était terminé avec le père de ses enfants, mais ce qui n'était pas vrai, c'était faux. Après, je me suis rendu compte qu'elle était toujours en relation avec son ex, le père de ses enfants. Et c'est d'ailleurs une de ses tantes qui travaille au Yaoundé là-bas au service du Trésor national qui me l'a dit que ma nièce, elle est toujours avec son monsieur. Mais je l'aimais tellement que quand elle m'a expliqué les choses, je me suis dit que bon, ben écoute, moi je préfère continuer avec elle. Comme elle m'a dit que non, elle était partie seulement pour voir le monsieur comme ses enfants sont là-bas à Bertois. Voilà pourquoi j'ai passé presque 2 mois sans avoir de ses contacts. Parce qu'à un moment donné, je voulais la lâcher. Bon, après, je me suis dit que bon, c'est un peu dangereux si je continue encore avec cette fille-là. Elle risque de venir me faire les mêmes choses en Norvège. Mais comme je l'aimais beaucoup, et comme je n'allais pas la chercher au Cameroun, elle est donc partie au Maroc, d'elle-même. Ouais, ouais, elle a reçu l'argent de son père qui a vendu leur héritage qu'ils avaient là-bas. Et de sa part d'héritage, elle a donc investi ça pour aller au Maroc. Et donc, en 2017,
Alors que moi, je n'avais même plus de contact avec elle. Le contact était, pas que je n'avais pas de contact, mais le contact était devenu vraiment très élastique, étant donné du fait qu'elle était repartie voir sur le père de ses enfants, et ça me dérangeait beaucoup, quoi. J'étais devenu sceptique, en fait. Donc, en juillet 2017, j'étais justement en France, à Toulouse, à un mariage où j'étais invité par un cousin à moi, de sa fille se mariait. Et mon téléphone qui sonne, et c'est une cousine à moi dont on était ensemble invités à ce mariage, qui décroche mon téléphone, parce que moi je n'étais pas sur place. J'étais en train de causer avec d'autres personnes quelque part, et c'est ma cousine sur notre table qui me cherchait partout avec le téléphone. Ma cousine m'a retrouvé avec le téléphone, elle me dit, mais écoute Max, ton téléphone là ne cesse pas de sonner, et ça nous dérange, donc voilà pourquoi je te cherche pour que tu le prennes. À peine je prends le téléphone que ça sonne, et je décroche, et je constate que c'est un numéro qui vient du Maroc. Je parle avec la personne, et il s'avère que cette personne, c'est cette jeune dame que je connaissais au Cameroun. Elle me dit, ouais, chérie, c'est moi. J'ai dit, mais c'est toi qui? Elle me dit, oui, c'est moi, Christelle. Je dis, mais oui, mais tu m'appelles depuis où? Depuis le Maroc. Et puis je vois le numéro du Maroc, là, 212. Elle me dit que oui, je suis à Casablanca. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi à Casablanca? Elle me dit, je suis venu me chercher, et tout, et tout. J'ai dit, mais waouh, avec le pays arabe, là, avec toutes ces méchancetés qu'il y a là-bas, pourquoi tu pars là-bas? Pourquoi tu es parti là-bas? Elle me dit, oui, parce que je voulais à tout prix me chercher. J'ai dit, bon, ben écoute, moi, je ne suis pas en Norvège, là, je suis en France. Et donc, on ne peut pas parler beaucoup parce que je suis dans une fête. Alors, si tu peux me rappeler le lundi, parce que là, le lundi, je vais remonter à Norvège, on pourra mieux causer. Et donc, le lundi, je suis remonté de Toulouse à Paris. Et je suis arrivé chez un autre cousin, je lui ai donc raconté que cette fille m'a appelé du Maroc. Elle m'a dit, non, les filles du Maroc, il ne faut même pas avoir de lien avec eux. Ce sont des filles méchantes. Il dit que non, 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 celle-là, moi, je la connais. Et puis, il me dit, moi, je t'ai dit que les filles qui sont au Maroc sont des filles méchantes. Il ne faut même pas avoir, faut même pas. Bon, mon cousin m'a accompagné à l'aéroport à Paris pour prendre mon avion pour la Norvège. Je suis rentré. Arrivé ici, la Norvège, j'ai continué à causer avec cette fille-là parce qu'elle aussi m'appelait tous les jours. Étant donné qu'elle m'a retrouvé, et comme si la vie était dure au Maroc, elle m'appelait en pleurant. Elle me dit, ouais, chérie, tu ne peux pas me laisser ici au Maroc. Ils sont méchants, j'ai déjà été violé ici, là. Donc, il faut absolument que tu viennes me sortir de là. Bon. Et comme je me disais que bon, c'est quand même quelqu'un que je connais, on a déjà fait beaucoup de chemin ensemble. Il faut donc que j'aille la sortir de là au Maroc. Au lieu d'aller au Cameroun, je décide donc d'aller au Maroc. J'arrive donc au Maroc au mois d'août 2017. Et puis, aussitôt que j'arrive, je discute avec elle, je lui dis, mais tu fais quoi? Tu es venu faire quoi ici? Elle est venue m'attendre à l'aéroport à Casablanca, à l'aéroport Mohamed V. Elle m'a amené chez elle, elle était en colocation avec des jeunes dames ivoiriennes. Je suis même arrivé là-bas, j'ai trouvé que ces jeunes dames-là, une avait des enfants, et que les enfants étaient même malades, elles n'avaient même pas de quoi s'acheter les médicaments. Vous imaginez que même à mon arrivée là-bas, j'étais obligé d'aller à la pharmacie pour trouver des médicaments. Enfin, on a amené l'enfant à l'hôpital et tout, j'ai payé tout. Bref, quand je me mets alors à causer avec la fille, elle me raconte comment elle est arrivée au Maroc et tout et tout. J'ai dit, bon, quel est donc ton... Qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle me dit, oui, comme tu es venu là, il faut que tu me sortes d'ici. J'ai dit, mais bon, on va le voir. Et c'est comme ça que, comme si je suis arrivé un vendredi, la semaine d'après, parce que je suis parti là-bas pour un mois, la semaine d'après, le lundi, nous sommes donc allés à Rabat pour aller nous renseigner à l'ambassade de Norvège comment est-il possible pour qu'elle puisse obtenir le visa pour venir ici en Norvège. Et arrivé là-bas, on nous fait comprendre que les ambassades occidentales à Rabat, au Maroc, là-bas, ne reçoivent pas les gens. Qu'il y a un service qu'on appelle, je crois, Telex. C'est là-bas qu'il faut aller se renseigner. Donc, nous sommes allés dans ce service-là et on a parlé avec des Marocains et ils nous ont donné les conditions. Quand le monsieur le Marocain a vu le passeport de ma fiancée là, il m'a fait comprendre qu'il va être très difficile pour qu'elle puisse obtenir un visa parce qu'elle n'a pas de titre de séjour au Maroc. Elle n'a ni certificat de résident, ni rien. Bon, et on a donc commencé à discuter avec le Marocain. Il dit, bon, je sais, ce que vous me dites là, je comprends bien, mais dans ces cas de figure-là, on fait comment? Dites-nous, moi je vais agir. C'est là que le Marocain a tout calculé. Il fallait un certificat de résidence, des bulletins de salaire, une carte de résidence. Il fallait aller acheter le passeport au niveau de l'aéroport à Casablanca, là où elle a entré. Et tout ça, là, vous comprenez qu'il fallait de l'argent. Tout ça, il me fallait au moins 2500 euros. Et donc, le Marocain, au bureau de Thalès, là, a fait le calcul. Il dit, bon, voilà, si vous payez cette somme, il n'y a pas de problème. Nous, on va prendre en charge tout. On va tout faire pour elle. Et il y aura le dossier pour qu'on puisse l'amener à l'ambassade de Norvège pour la demande du visa. Et puis, effectivement, moi, j'ai payé les 2500 euros. Et le Marocain nous a donné à peu près une semaine, 10 jours. On a donc attendu. Il a fait tout le dossier. Je vais vous donner tous les papiers. Les visas, les cartes de séjour marocains, tout. Il a tout fait. Il a constitué le dossier. Et le dossier est donc parti. Et quand le dossier était terminé, il nous a reconvoqué dans les services de Télès là à Rabat. On est parti le voir. Il nous a montré tout le dossier. Il a dit maintenant, pour envoyer le dossier, maintenant, il faut payer les frais du dossier. C'était dans les 400 euros. J'ai payé tout ça en dirham. J'ai payé l'équivalent de 400 euros. Le dossier est parti à l'ambassade. Il a donc envoyé le dossier à l'ambassade de Norvège. Le dossier est arrivé à l'ambassade de Norvège et l'ambassade de Norvège là-bas, très rapidement, ils nous ont contactés. Ils ont appelé. Et quand ils ont appelé, ils ont demandé, parce qu'il y avait le numéro de la dame de Christelle qu'on a mis. L'ambassade a appelé.
alors que nous on était déjà à Casablanca. L'ambassade a demandé à parler avec moi. Et j'ai répondu. La dame a posé, la dame, la consul, enfin, la chargée de visa à l'ambassade de Norvège m'a demandé si je connaissais la dame depuis quand. Je lui ai dit que oui, je la connaissais depuis longtemps. Elle me dit, mais pourquoi elle se trouve au Maroc? Je dit que non, elle est venue là parce qu'elle voulait elle voulait essayer de faire des études. C'est moi qui l'a financé aussi. Bref, il a raconté toute une histoire comme ça. La dame a donc dit, bon, est-ce que vous pouvez passer à l'ambassade? J'ai dit oui. Elle nous a donné rendez-vous le lendemain à l'ambassade à Rabat. Nous sommes arrivés là-bas. La dame m'a demandé de lui montrer une preuve que je connaissais cette femme au moins les 3 dernières années. Et justement, j'ai donné les preuves parce que j'avais des photos et les trucs. J'ai même donné la photo où j'étais avec elle chez l'évêque, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Mbarga. Parce que j'étais parti là-bas pour demander la bénédiction avec elle chez l'archevêque une fois. J'ai sorti toutes les preuves, j'ai donné à la dame. La dame nous a dit, bon ben, merci, allez-y, on va vous rappeler vers 14 h. Parce qu'on était là, il était à peu près 10 h du matin, à l'ambassade de Norvège à Rabat. Nous sommes donc allés en ville. On a tourné de 10 h là, exactement à 14 h moins le quart, la dame a appelé. Elle nous a demandé où nous étions. On lui a donné la position. Elle nous a dit, on venait donc à l'ambassade. Nous sommes donc arrivés à l'ambassade. Arrivés à l'ambassade là-bas, madame nous a reçus. Elle nous a remis le passeport en disant que l'ambassadeur nous a accordé 20 jours de visa. Parce que j'avais écrit que la fille devait venir à Norvège pour qu'on se marie. C'était ça la raison. Et donc la dame a dit que bon, l'ambassade vous a accordé 20 jours. La dame va aller à Norvège, vous allez vous marier. Et quand vous allez vous marier, et puis elle va revenir pour faire tous les papiers de regroupement familial. Ça là, ça ne va plus durer. Autour de 2 semaines, si elle revient avec tous les papiers qu'elle s'est mariée là-bas, donc ça va aller. Venir pour faire Et donc, moi j'ai donc dit à la dame que mais madame, ce visa de 20 jours, ça ne me suffit pas. Parce que vous imaginez les démarches en Norvège, avec toutes les occupations que j'ai là-bas et le temps d'attendre, 20 jours, c'est pas beaucoup. Donc, il me faut au moins un mois ou bien 45 jours. Oh, ma copine elle était glacée, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais laissez tranquille, moi je suis norvégien, donc il n'y a pas de problème, je connais mes droits. Si on me donne le visa, c'est parce que je suis propre. Et ils ont déjà vu tout mon dossier, donc je dois demander. Je lui parlais comme ça en dialecte, pour que la dame ne comprenne pas. Mais la dame ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. J'ai expliqué à la dame. La dame a dit, bon, attendez, je vais aller revoir l'ambassadeur. Elle est remontée avec le passeport. Et elle est restée là-bas à peu près une vingtaine de minutes. Quand elle est descendue, on nous avait accordé un mois. Et bon, tout était bien, nous sommes sortis et la fête a commencé. Bref, donc moi je devais regagner, j'avais déjà duré un peu au Maroc. Il fallait que moi je rentre en Norvège pour venir prendre mon travail. Moi je suis là, moi je suis conducteur de bus. Ici là, donc il fallait que je revienne prendre mon travail. Je suis donc rentré. Et la femme devait arriver le 9 novembre 2017. J'ai préparé ici mes amis, mes collègues de travail. J'étais tellement un homme heureux. Ouais. Donc il y avait mes collègues de travail, 2 de mes collègues de travail des Norvégiens qui devaient m'accompagner à l'aéroport. Et il y avait une amie, une Congolaise que je connais aussi, qui était la famille, qui elle-même a même amené beaucoup de vêtements. Vous savez, en mois de novembre, en Norvège, il fait déjà très froid. Donc elle a amené beaucoup de vêtements et tout. Ce jour-là, comme cette dame-là, elle habite près d'Oslo, à l'aéroport, et moi, je suis loin de l'aéroport, à presque 120 km. Donc, et comme je devais travailler ce jour-là jusqu'à à peu près 19 h, et donc j'ai fait donc partir mes collègues à l'aéroport, plus cette Congolaise-là. Je lui ai donné toutes les photos, même la dernière photo que la femme m'a envoyée depuis le décollage au Maroc. Donc, quand mes gens-là sont arrivés à l'aéroport, parce qu'ils sont arrivés forcément avant moi. Et moi, je devais finir mon travail à 17 h 45, repartir là à plus de 100 km, donc j'arrivais forcément avec un retard à l'aéroport. Et avec le verglas qu'il y avait en rouge, je ne pouvais pas rouler vite. Arrivé à l'aéroport, voilà, maintenant que je trouve les gens là-bas, je trouve la Congolaise qui me tire à côté, et elle me fait comprendre que, mais l'avion est arrivé, ta copine là n'est pas là. J'ai dit que mais tu as bien regardé, elle me dit mais oui. Bon, elle et moi, on recommence à faire, on monte au départ, à l'arrivée, on regarde partout, on continue même à regarder les gens qui sortent. On a attendu. Bon, j'ai dit, bah écoutez, moi je vais aller voir, est-ce qu'elle n'est pas bloquée au niveau de la police là-bas et tout. Je suis arrivé à la police et tout, la police a dit que non, il n'y a personne là-bas de ce nom-là qui est chez eux. Bref, la petite, elle est descendue à Paris, elle a été reçue par sa copine à Paris et elle m'a feinté. Je suis donc resté là à l'aéroport. C'est là que la copine congolaise que j'étais avec, elle m'a dit, bon, fais partie les Norvégiens là. Les Norvégiens m'ont remis leurs enveloppes. Et puis, moi, on les a dit que non. Ma femme a raté l'avion à Paris et qu'elle va revenir le lendemain. Elle m'a dit, quand je suis resté avec la Congolaise, elle me dit, bon, allons donc au parking, moi, je te donne les valises que j'ai dans ma voiture, parce que là, je ne veux plus entendre ces histoires que tu vas prendre les femmes au Cameroun, tu amènes ici, là, les femmes comme ça, là. Bon, elle m'a remis tous les bagages, et aussi, elle est partie. J'étais là sous la neige, en train de me poser des questions, mon Dieu, c'est pas possible. Je regarde mon téléphone ne sonne pas. Elle devait m'appeler depuis Paris, à l'escale de Paris, pour me dire qu'elle a bien traversé à Paris et tout, qu'elle a fait le transit 0. Je n'ai pas eu le téléphone toute la journée. Et donc, finalement, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je dois repartir chez moi. Au moment de faire la marche arrière au parking, je connais une femme avec qui avait ses enfants dans la voiture, une histoire. Et donc, je m'entends avec la femme. On remplit les papiers parce que ce n'était pas très, très grave. Donc, on pouvait nous-mêmes remplir les papiers et puis j'ai reconnu mon tort. Et c'est comme ça. Je suis rentré à la maison.
Arrivé en route, je ne voyais plus, je suis presque tombé aveugle parce que vraiment, ma tête ne fonctionnait pas, quoi. J'étais en train de rentrer seul de l'aéroport, la dame n'est pas venue. Oh, j'ai appelé un ami de venir me secourir quelque part, de prendre la voiture et m'accompagner. L'ami là est venu, il m'a accompagné jusqu'à ma maison. Je lui ai dit il me dit, mais où est ta femme là? Il dit qu'elle n'est pas venue. Elle me dit, mais elle n'est pas venue. Il dit, oui, cette amie là, c'est un Ivoirien. Il me dit, mais c'est pas possible. Elle n'est pas venue, comment? Il dit qu'elle n'est pas venue. J'étais à l'aéroport, elle n'est pas arrivée. Bon, je suis resté comme ça pendant presque 2 semaines, je n'avais pas de ses nouvelles. C'est 2 semaines après que j'apprends qu'elle est en France. Et donc, bon. Et moi, comme je n'avais pas de... Les nouvelles me venaient de sa famille à Yaoundé. Qu'elle est en France. C'est sa maman même qui m'a appelé pour me demander si je connaissais Jésus. J'ai dit, mais je connais Jésus que je l'ai rencontré où? Parce qu'en ce moment-là, j'étais dans une déprime pas possible. J'ai même dû prendre une arrêt maladie au niveau de mon travail parce que je n'arrivais plus à faire mon travail normalement. Alors, je suis resté comme ça. Le temps a commencé à passer. Et comme elle avait un visa d'un mois Schengen, je vais vous envoyer ça, j'ai tout ça là, les visas là et tout, j'ai les copies de tout ça là, je peux vous envoyer tout. Comme elle avait donc un visa Schengen, ça lui permettait de monter, descendre, aller en Suisse partout, se balader avec une de ses copines qu'il avait accueillies à Paris. Et c'est donc comme ça que le visa est terminé. Et entre-temps, elle a donc recommencé à m'appeler. Oh chérie, machin et tout. Et puis j'ai dit, mais tu es où? Elle me dit qu'elle est en France et tout, qu'elle veut venir. J'ai dit, mais si tu veux venir en Norvège, va donc voir là-bas l'ambassade de Norvège, là-bas, demande-leur le visa. Parce que toi, tu as eu le visa pour venir ici, tu as laissé griller ton visa en France. Maintenant, tu veux venir en Norvège, tu veux venir faire quoi? Avec la honte que tu m'as déjà couvert de honte là. Donc moi, je ne peux plus rien faire. Elle reste là-bas. Entre-temps, maintenant, elle est tombée enceinte là-bas. Et au moment d'accoucher, elle m'appelle d'aller reconnaître l'enfant en France pour qu'elle ait les papiers. Moi, je n'ai pas fait ça. Elle a fait reconnaître son enfant là-bas par les gens là-bas parce qu'elle a eu l'enfant certainement avec quelqu'un aussi qui n'avait pas d'une situation régularisée. Donc, elle a dû faire reconnaître son enfant par quelqu'un d'autre et c'est ça qui lui a donné les papiers. Et actuellement, elle est installée à Carcassonne, dans le sud de la France. Mais entre-temps, au moment qu'elle est arrivée en France, quand les gens lui posaient les questions, mais comment se fait-il que tu devais aller voir ton mari en Norvège, tu te retrouves en France? Et comment donc a dit n'importe quoi sur moi? Oh, j'ai dit que je vais lui mettre dans la prostitution, des choses que je ne connais pas, qui n'existent même pas ici en Norvège, et que je n'ai jamais connu de ma vie depuis toutes les années que je suis en Europe, depuis presque 40 ans. Donc les gens ont commencé à lui dire que non, tel que nous connaissons M. Onga, ce n'est pas lui ça, il faut dire la vérité, pourquoi tu n'es pas parti là-bas? Elle avait été reçue par une copine, et c'est la copine là qui lui a fait miroiter la France, quand elle était même encore au Maroc. C'est là qu'elle a fait son plan, au lieu de venir à Norvège, qu'elle va sortir à Paris. Je me suis donc retrouvé avec les mêmes vies d'ici à Norvège. Et puis, après, j'ai été malade, j'ai été vraiment opéré, parce que j'ai eu le stress, j'ai même eu un cancer. J'ai été opéré du cancer, mais ça va, les Norvégiens m'ont soigné. Voilà un peu mon histoire. Cette dame est en France, là-bas, elle a fait sa vie. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait sa vie, mais je peux vous donner tous les coordonnées de cette dame-là. Et tout ce que je vous ai dit là, j'ai ça, j'ai les visages, j'ai les photos, j'ai les billets d'avion. J'ai acheté un billet d'avion l'équivalent d'1,2 million Casablanca, Norvège, aller-retour, parce qu'il fallait qu'elle rentre à Casa là-bas, au Maroc, faire des papiers. Donc, je me suis retrouvé seul. Elle est maintenant là-bas en France, elle monte et descend. Et vous voyez tout l'argent que j'ai utilisé au Maroc. C'est un argent que je n'avais pas, j'ai utilisé les cartes de crédit. Et vous connaissez vous-même les cartes de crédit, c'est que ça fait comme intérêt. Donc, vous imaginez que jusqu'en 2023, j'ai encore à payer les cartes de crédit là, les crédits que j'ai utilisés. Parce que j'ai utilisé beaucoup d'argent. Et comme j'avais décidé de payer ça petit à petit. Et vous comprenez que c'est les intérêts qui ne finissent jamais, les intérêts de 23%. Et cette dame, elle s'est tapée de l'argent en France. À un moment, je lui ai dit, au moins, tu peux m'aider à payer les crédits que j'ai pris pour que tu te retrouves en France. Elle ne me répond même pas, elle me bloque. Quand je lui demande l'argent, récemment, elle était au Cameroun. Et au Cameroun, là-bas, elle avait une copine. Et sa copine vient encore me voir, parce que moi, je rentre du Cameroun. Sa copine vient me voir et c'est elle maintenant qui veut que je l'épouse. J'ai dit, mais vraiment, vous avez trouvé un fou, quoi. Je lui ai dit, mais où est ta copine? Oh, elle était ici, elle était en vacances. Elle me montre les photos, où elle est partie en vacances et tout et tout. Donc, voilà. Je me suis donc retrouvé seul. Elle est là-bas en France. Et celle d'ici aussi, elle est là. Elle est... Valérie, elle est là avec... Elle a fait sa vie, elle a refait sa vie avec des multiples hommes. Elle s'est mariée avec des Africains. D'abord, c'est lui, son gars qui était en Finlande. Je crois que le mariage n'a duré que 2 ans. Ça s'est gâté. Après, elle s'est remariée avec un autre Malien qu'elle a rencontré en Allemagne. Je crois que le mariage là aussi a échoué. Donc, pour elle, elle est là. Elle est là aussi. Bon, l'autre qui est en France aussi est là-bas. Donc, je vais donc surtout celle du Maroc, parce que c'est là que le bas blesse beaucoup. Je vais vous envoyer tout le périph' de la péripétie du Maroc. Celle qui est venue fuir à Paris, alors que moi je l'attendais ici à Norvège, à l'aéroport avec des amis, et qu'elle n'est jamais venue, elle est descendue plutôt à Paris. Je vais donc vous envoyer tous les papiers. Et que bon, si vous aurez des questions à me poser, vous pouvez me poser, je vais vous répondre sur mon histoire. Peut-être, comme c'est une longue histoire, c'est peut-être pas facile aussi pour vous de tout décortiquer, mais s'il y a des questions à me poser, vous pouvez me poser. Je vais vous envoyer les photos avec ces dames au Maroc. Je vais aussi vous envoyer le visa même, je vais vous envoyer le billet d'avion pour ce que j'ai fait
pour qu'elle se retrouve en Norvège. Elle est plutôt descendue en France, là où elle est là-bas en France aujourd'hui. Vous allez voir la carte de séjour marocain que j'ai fait faire. Vous allez voir tous les papiers que j'ai fait faire. Le visa de l'ambassade de Norvège à Rabat. Le billet d'avion que j'ai acheté avec Air France pour qu'elle vienne me retrouver ici parce qu'elle était restée là-bas au Maroc. Moi, j'étais rentré et donc pour venir l'attendre puisque je devais revenir pour mon travail. Et comme son visa devait commencer à être fait au mois de novembre, voilà pourquoi on a attendu le mois de novembre. Voilà. C'est pas facile de parler comme ça. En tout cas, merci beaucoup de m'écouter.